Je suis un très gros consommateur de Reddit. J'aime beaucoup lire notamment tout ce qui va être les revues de portefeuille. Je trouve ça toujours assez sympa de trouver des avis critiques. Alors aujourd'hui, j'ai décidé moi aussi de me prêter à l'exercice. J'ai demandé à Reddit l'avis sur mon portefeuille avec ce que je pourrais faire pour l'améliorer. Tout cela, bien sûr, pour me donner des pistes de réflexion sur la suite de mon parcours. Et donc, on va pouvoir parcourir ensemble les réactions. Alors mon portefeuille, bah, vous le connaissez, hein, donc je vous en fais de suivi régulièrement. On va pas trop s'attarder là-dessus. Si vous voulez le voir en détail, je vous renvoie vers mon bilan du mois de septembre. Et afin que les commentaires puissent être pertinents par rapport à ma situation et la compréhension de mes choix et de mes objectifs, je me devais quand même de donner un petit peu de contexte à mon égard avant de partir bille en tête. Donc mon contexte, et ça m'a notamment été aussi demandé sur la chaîne, donc si je suis un monsieur de 34 ans, je suis en CDI, je travaille à temps plein, je suis marié et j'ai 2 petits garçons magnifiques. Et après avoir reçu une somme d'argent conséquente que j'aurais préféré ne jamais recevoir pour les raisons que je vous laisse imaginer, je me suis intéressé de près à l'investissement afin d'en faire bon usage. Aujourd'hui, mon objectif, c'est de capitaliser un maximum sur ce capital de départ afin de me créer du revenu additionnel, que ce soit pour bien sûr garantir financièrement mon foyer, hein, je l'ai pas précisé dans le contexte, mais j'ai une maison dont je suis propriétaire à crédit, il faut le rembourser ce crédit. Je veux pouvoir éventuellement pallier à une baisse de revenus, participer peut-être plus tard aux futures études de mes enfants et jusqu'à m'amener peut-être, alors franchement j'y crois pas, mais éventuellement un jour pouvoir carrément fire en anticipant de quelques années la retraite ou alors de faire une retraite très conséquente. Et donc je précise que bien que je ne sois pas un investisseur dividende, c'est pour cette raison que je choisis des produits à distribution la plupart du temps lorsque cela est possible. Ma stratégie actuellement, c'est un DCA hein, que je split tous les mois en 2 parties. J'ai 200 € qui vont chaque mois acheter une part supplémentaire d'SCPI EDR Europa, ainsi que 400 € par mois qui vont sur mes poches actions et que je positionne en fonction du sentiment. Et donc je leur précise que j'aime beaucoup les revues de portefeuille et que ça m'intéresserait beaucoup de recevoir quelques critiques afin d'avoir des pistes de réflexion sur ce que je pourrais améliorer donc sur mon propre parcours, que ce soit en termes de classe d'actifs, de choix des titres, etc. Mais avant d'attaquer direct sur les commentaires, je voulais juste faire une petite promo rapide sur le fait que j'ai aussi créé mon propre subreddit, donc Boursopoly. Vous savez, faire des vidéos ça prend du temps, je peux pas toujours en faire, j'ai pas toujours la dispo. Donc voilà, c'est aussi une façon plus facile, plus simple, plus légère de pouvoir partager des éléments au fur et à mesure sur notre parcours respectif. Donc moi je partage les miens, puis vous ça peut être aussi l'occasion de partager le vôtre, de réagir. Ça peut être un peu plus sérieux ou un peu moins, à base de mèmes, de vidéos, de réactions d'articles. Voilà, quelques petites promos, des réactions à l'actualité. Si ça vous intéresse, en tout cas, je vous mets le lien et n'hésitez pas à le rejoindre. Allez, Reddit, on le sait, hein, c'est le paradis du troll, donc bon, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Et j'ai trié les commentaires hein, du meilleur, donc avec le plus de réactions, au moins de réactions, et donc je ne suis pas déçu directement avec un cataclysme qui m'envoie carrément une photo de poupée épouvantée. Il en a a priori bien vu des choses, cet homme-là. Alors c'est dommage parce que je trouve que l'échange il partait bien. Je me suis dit vas-y, je vais essayer de le titiller à ce point d'interrogation. J'ai quand même essayé de faire en sorte qu'il me donne un peu plus de détails, mais malheureusement il ne m'a pas plus répondu que cela. Mais en tout cas, ça plante pas mal le décor pour la suite. Deuxième réaction, je ne suis pas un expert, mais t'aurais pas eu meilleur temps de remplacer les 17 dernières lignes par un seul ETF monde. Donc les 17 dernières lignes, hein, c'est à partir du SP500, donc sur les régions Europe, Japon, Asie et l'ensemble de mon stock picking. Et est-ce que ça n'aurait pas été plus malin de remplacer par un seul ETF monde? Donc dans l'absolu, bah oui, pourquoi pas. Alors après, le fait de pourquoi avoir plusieurs ETF au lieu d'avoir un seul ETF monde, bah ça je l'ai déjà expliqué plusieurs fois, c'est que ça permet déjà de mixer les enveloppes, du PEA, du compte titre.
Ça permet d'avoir un choix un peu plus vaste et des frais souvent un peu réduits parce qu'on est sur un périmètre plus précis. Et aussi, ça permet voilà, d'avoir du DCA et de pouvoir profiter des baisses, faire du DCA opportuniste sur des régions qui peuvent être temporairement sous-cotées. Donc ouais, bah pour ma part, j'ai choisi de faire comme ça. Et après, sur la partie action, ce que je lui réponds à ce monsieur, c'est que ça permet aussi de donner donc un rôle et du poids à des entreprises qui n'en ont pas beaucoup dans les indices. Donc voilà, j'ai pris en exemple S&P Global, j'ai pris Bookings, j'ai pris GTT, il y en a d'autres. Et ce à quoi il me répond tout de suite, donc deuxième commentaire, deuxième tacle, oui, ironiquement, des petites entreprises peu présentes dans les indices, comme Google, Amazon, Microsoft ou ASML, donc là c'est vrai par contre qu'il a plutôt raison, ça c'est 4 entreprises qui pèsent un poids significatif dans les indices, mais bizarrement, il parle pas des autres. Adobe, c'est pas très lourd, Salesforce, c'est pas très lourd, SPJ, c'est pas très lourd, MSCI, c'est pas très lourd, enfin, toutes les autres entreprises sont pas très lourdes. Et ouais, c'est vrai que j'ai quand même 3 des magnifiques 7, hein, avec Microsoft, Alphabet et Amazon dans le portefeuille, mais sincèrement, quand on veut faire du stock picking, c'est vraiment trop dur d'ignorer ces grandes sociétés-là. Elles surperforment beaucoup trop le marché habituel, elles sont beaucoup trop puissantes et ouais, vouloir surperformer à base de stock picking sans avoir au moins quelques-unes de ces Magnificent Seven là, je pense que c'est trop difficile. Voilà, et à contrario, dans les indices, je pense qu'il y a des entreprises qui pèsent trop lourd par rapport par rapport à la vraie valeur qu'elles apportent. Et donc, si on regarde hein, rapidement sur les composants du SP500, moi je vois Nvidia comme un titre qui va être cyclique par la suite. Microsoft, c'est surpuissant, je valide. Apple, aujourd'hui, est quasiment à croissance zéro. C'est certes très rentable, mais c'est pas forcément le top. Amazon, on en a parlé avec Alphabet, donc ça c'est le pari du cloud, c'est pour moi, ça va être voilà, vraiment la colonne vertébrale de l'ensemble des systèmes informatiques du monde. Je pense que ces trois-là ont une position extrêmement dominante sur ce marché et j'aime beaucoup ces 3 entreprises-là. C'est pour ça que j'ai fait le choix d'avoir ces 3-là dans mon stock picking. Meta, j'aime bien, mais j'en ai déjà parlé dans certaines vidéos. Je suis pas fan de l'entreprise, je suis pas fan de Mark Zuckerberg, je sais pas ce qu'il veut faire, le déploiement de son MetaLab, ça ne me parle pas, donc je préfère éviter cette entreprise-là. Broadcom, c'est une très belle société, alors après, tout ce qu'ils font sur le semi-conducteur, je maîtrise pas très bien, et puis surtout, c'est très cher. Donc voilà, est-ce qu'on a envie d'en être exposé très fortement? Chacun fait son choix. Tesla, je valide pas du tout, c'est beaucoup trop cher. Ils sont en plus en décroissance, je ne valide pas du tout Tesla, c'est beaucoup trop cher. Berkshire, voilà, je pense qu'ils vont perdre le prime hein, de Warren Buffett. Ils ont beaucoup d'entreprises du passé, je suis pas fan. Oracle, super entreprise, mais je pense que c'est trop cher. Walmart, ça bouge pas assez. Bon, JP Morgan, c'est bien. Eli Lilly, c'est trop cher. Bon, etc., etc. On pourrait continuer. Moi, aujourd'hui, les indices, je trouve ça très bien. J'en ai une grande partie de mon portefeuille. Hein. J'en ai un tiers, c'est de l'indice où, ok, j'ai compris la logique, voilà, de pas choisir, l'efficience des marchés, etc. Donc, je me laisse porter sur ce tiers de portefeuille-là. C'est ce que je considère être ma ceinture de sécurité pour éviter de faire trop n'importe quoi. Et par contre, sur le tiers restant, sur ma poche stock picking, là, je vais sur la conviction et sur les business qui me paraissent le plus intéressant. Je pense que ce n'est pas une fin de non-recevoir. Et toutes les grosses entreprises ne sont pas mauvaises à avoir en stock picking. Donc voilà, autant ce commentaire, je le valide pas à 100%, mais autant il fait quand même sens. Et je pense que oui, il y a beaucoup de gens qui auraient évidemment très simple à avoir que de l'ETF. Mais moi, personnellement, ça me plaît beaucoup d'avoir du stock picking. Commentaire suivant, sans rentrer dans le détail, je vois rapidement des lignes très corrélées entre elles qui ne diversifient rien et j'ai du mal à lire tes pourcentages d'allocation. Quand ça commence à devenir compliqué comme ça, suffit de voir comment ça s'est comporté face à un indice de référence. Ensuite, vérifier qu'il n'y a pas des choses qui clochent car je vois World distribuant sur CTO par exemple. Bon, on en revient un petit peu à la même chose. Des lignes qui ne diversifient pas grand chose, je suis quand même présent sur le monde entier. J'ai du stock picking sur des actions qui pèsent pas très fort sur les indices. Alors certes, ils vont être corrélés, mais toujours est-il que dans l'absolu, si on regarde le pur overlap, je suis pas en énorme overlap.
Donc voilà, je suis pas trop d'accord avec ce commentaire-là, d'autant avec toute la partie stable apportée par les SCPI. Pas tout à fait d'accord avec ce commentaire, mais bon. On a Eclipsant ensuite qui réagit au fait que je me suis intéressé de près à l'investissement afin de faire bon usage de mon capital de départ. Il s'excuse, mais le portefeuille n'est pas à l'image de ton objectif, donc manifestement tu ne t'y es pas intéressé d'assez près. Mais pourtant, avec les heures carrées que j'y ai passé, je vous raconte pas. Tu as regardé du clown sur YouTube qui dit dividende 20 fois par vidéo, point d'interrogation. Bah alors là, va falloir qu'on m'explique parce que justement, j'explique que je ne suis pas un investisseur dividende et vous ne trouverez aucune entreprise dans mon stock picking qui sont sur la thématique de dividendes. J'en ai même plusieurs qui ne distribuent pas du tout avec Adobe, avec Amazon. Donc ça c'est un commentaire que je trouve n'importe rien. C'est le piège à noob, les dividendes, le stock picking aussi, l'entassement d'ETF aussi positionné en fonction du sentiment également. Bon bah voilà, là on est sur le Reddit pur. Et en tout cas celui-là il ne va pas nous apporter grand chose. On a ensuite Chine versus trop de lignes, trop de stock picking, trop dans le CTO. Bah écoutez, voilà, hein, le portefeuille, il fait quand même 240 000 euros. Donc oui, il y a différentes lignes, il y a différentes classes d'actifs. Il y a du stock picking, je trouve, qui est pas exagéré. J'ai quand même 11 titres en portefeuille, c'est pas le bout du monde. Donc ouais, peut-être éventuellement le trop de CTO, ça c'est vrai. J'ai peut-être pas suffisamment rempli le PEA avant de me tourner vers l'alternative du CTO. Ça, cette remarque, par contre, elle est... cette remarque, autant je l'entends. Après, le trop de lignes, le trop de stock picking, ça, moyen. Le distribuant n'est a priori jamais intéressant en France étant donné le régime fiscal, surtout en phase de capitalisation, en plus d'être particulièrement chiant à déclarer sur le CTO. Alors oui et non sur celui-là. Particulièrement chiant à déclarer sur le CTO, donc ça, pas forcément. Je suis sur un courtier français qui fait de la pré-déclaration pour moi, donc voilà, je me retrouve pas à faire des calculs d'apothicaire comme sur du Interactive Broker. Donc ça, pour moi, c'est pas plus compliqué à déclarer qu'autre chose. Et le distribuant n'est jamais intéressant étant donné le régime fiscal. Bah oui et non. Après, bon, ma distribution... Alors, autant sur le rate, là clairement, j'ai de la grosse distribution qui me pénalise. Autant sur les autres, c'est franchement marginal, hein. Les dividendes sur ces sociétés-là, ils sont très faibles. C'est pas du tout des sociétés high yield. Donc, je pense que le frottement, il est assez léger. Qui plus est, avec les conventions fiscales, où on peut déduire les prélèvements à la source, etc., qu'on ne peut pas forcément faire avec le PEA, en vrai, je pense que le frottement, il est à peu près négligeable. Je dis pas qu'il n'existe pas, mais je pense qu'il est à peu près négligeable. Si c'était moi, je revendrais toutes les lignes après Emerging Market pour prendre simplement un Messy World, donc on l'a déjà parlé. Quitte à utiliser un CTO, autant aller chercher la diversification au-delà des actions, donc les obligations. NTSG, c'est un indice mixte, je suis allé regarder. De l'or aussi. Voilà, c'est pas forcément des classes d'actions qui m'intéressent trop. Moi, ce que je préfère, c'est celles qui ont la capacité d'avoir une croissance organique, hein. Donc les obligations ont un rendement, mais ils ont un rendement qui est flat. On va avoir du 3% à l'année 1. Et on va terminer l'année 20 avec toujours le même 3%. Hein. La croissance après, c'est l'effet composé du fait du réinvestissement de ces rendements-là. Mais voilà, moi ce que je recherche, c'est que même si demain j'interromps mon processus de capitalisation, bah, ce que j'aimerais, c'est avoir des actifs qui puissent quand même, eux, naturellement, continuer à croître dans le temps. Pour ce qui est des SCPI, bah, en théorie, on a la capacité de réévaluer les loyers dans le temps. Les dividendes, eux aussi, vont avoir tendance à s'apprécier dans le temps. Donc moi, voilà, je cherche vraiment cette allure de croissance. C'est ce que j'aimerais par la suite, c'est avoir un portefeuille qui grandisse comme ça de façon proportionnelle. Et ça, malheureusement, c'est pas avec les obligations qu'on pourra l'atteindre. Donc voilà, donc après, bon, j'ai essayé de débattre avec eux, hein, mais bon, voilà, ils sont vraiment matrixés sur la partie capitalisation, à juste titre, hein, parce que, bon, mathématiquement et tout, ça s'entend. Mais en vrai, quand on fait le vrai delta entre le CTO, si on se met au régime, au barème progressif, qu'on en déduit les prélèvements à la source et tout, je pense que le gap, il est pas si dingue que ça.
C'est surtout sur la partie plus-value en cas de revente qu'on va être frotté très fort, mais sur le dividende au fur et à mesure de la vie, je pense que c'est assez neutre. Donc bref, je vous épargne tous ces commentaires-là et on peut passer, au suivant. Tu ne vas pas alors lui carrément il se fout de ma gueule, hein, tu vas pas assez dans les autres herbes, il t'en reste beaucoup à trouver. Sous-entendu, j'ai pas encore complété, l'ensemble de mon Pokédex et donc l'ensemble des lignes qui seraient possibles d'ajouter dans le portefeuille. Plus sérieusement, beaucoup de lignes pour finalement si peu de diversification ni de convexité, donc là j'ai dû aller voir carrément sur Google pour comprendre ce que veut dire ce mot. Tu remplacerais tes lignes actions par du 100% Messy World ou 100% SP500, ça serait plus simple pour toi. Bah écoute, ça c'est peut-être plus simple pour eux, mais on en revient à la même chose que tout à l'heure. Moi, je suis désolé, je mets pas l'ensemble de mon portefeuille sur des actions sur lesquelles je n'ai absolument aucune conviction. Je vais reprendre en exemple les Tesla, les Nvidia. Je ne valide pas ce commentaire. Voilà, c'est de la même trempe que les commentaires précédents finalement, donc on avance rapidement. Je vais pas répéter la même chose. On a Geneva Hotel qui nous proposerait de rajouter de la crypto et de l'or. Donc là, pour le coup, bah ouais, je suis tout à fait d'accord. La crypto, c'est dans mon viseur. Aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, mais je pense que c'est trop cher. Et voilà, c'est un actif qui ne produit rien. Donc le seul côté intéressant de la crypto, à mon sens, c'est l'appréciation du prix. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'intéresserait si on arriverait sur des prix donc vraiment significativement bas. Mais tant qu'on n'y est pas, je suis prêt à ne pas en avoir. Donc c'est ce que je lui explique. Et donc on a Bast qui surrépond sur mon message, il me dit que ça sera jamais suffisamment bas, sauf gros crash, mais du coup t'auras peur et t'achèteras pas en te disant que ça remontera pas. Enfin je généralise, je ne te connais pas, mais le plus important c'est de commenter, c'est de commencer. Attends pas que ça baisse à une valeur arbitraire. Et alors là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense qu'on peut largement faire ses devoirs à l'avance. On peut se donner des objectifs, des targets. Moi, par exemple, sur le Bitcoin, je m'en suis pris un, alors qu'il ne sera, encore une fois, peut-être jamais atteint par rapport à la tendance, voilà, de très 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 long terme sur le Bitcoin. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est pouvoir acheter sur le canal inférieur. Aujourd'hui, ça serait à peu près à du 49 000 $. Peut-être qu'on ne l'atteindra pas. Peut-être que ça sera plus tard à 74 000, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous pouvez me faire confiance pour en acheter le jour où ça en arrivera là. Et en tout cas, moi lui il me connaît pas, mais moi je me connais. Et j'ai tout à fait confiance en ma capacité personnelle à acheter les points bas. Tout simplement parce que moi je me rends compte, et je m'en suis rendu compte dans le passé, que je suis excité par les baisses. Mais véritablement. Et voilà, on pourrait faire mon petit historique d'achat sur plusieurs titres, mais par exemple, il y avait une journée de gros stress sur Google suite aux annonces d'Apple là qui disaient que la recherche Google était en baisse. Ça avait baissé très fortement. J'avais acheté, pour moi c'était injustifié. SPGI, j'ai su acheter sur les points bas au moment de la crise des tarifs et j'ai pas eu peur d'en prendre. MSCI, pareil, j'ai trouvé un super point d'achat sur une baisse qui pour moi n'était pas du tout justifiée au moment des publications. J'ai Adobe que je continue d'acheter dans la baisse parce que je trouve que cette action est trop injustement valorisée. J'ai Booking dans le même genre aussi qui avait baissé très fortement suite à une annonce de résultats et c'est le moment où j'en ai pris. J'ai su de la même manière acheter ASML sur des jours où c'était très très rouge. Je continue d'acheter la baisse sur Evolution AB et GTT, pareil, je suis passé à l'achat pendant la crise du tarif. Alors il y avait bien sûr beaucoup de coups de chance, je dis pas que j'arriverai à faire ça à chaque fois, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je me suis rendu compte, c'est mon caractère, que je n'ai pas peur, en tout cas, des baisses, en fonction de si je les trouve justifiées ou pas, et je vous jure que c'est la vérité. Il y en a certains qui ont la palpitation quand ça monte, et ben moi je vous jure que j'ai la palpitation quand ça baisse, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai envie de passer à l'action. Et par contre, à contrario, mon gros défaut, c'est que j'ai du mal à renforcer les lignes qui montent parce que j'ai toujours l'impression de les payer trop cher. Donc ce monsieur, je ne valide pas son commentaire. Ensuite, on continue avec SoFresh qui m'invite à ne pas mélanger toutes les phases. La distribution n'est pas utile à ce moment-là. Et alors là, je pense qu'on commence à pointer du doigt un vrai gros sujet. Effectivement qu'aujourd'hui, j'aurais mathématiquement beaucoup plus intérêt à être sur des produits capitalisants. Le seul problème, c'est que le jour où vous voulez activer la partie de distribution, comment est-ce que vous faites?
vous êtes bien obligé de vendre, vous êtes bien obligé de modifier ce qui va se passer sur votre portefeuille. Vous allez à ce moment-là prendre toute la friction, vous allez prendre de la plus-value si vous êtes sur du CTO. Vous pouvez éventuellement vendre avec la règle des 4% sur votre PEA de façon régulière et tout. Mais personnellement, c'est pas l'objectif. Moi, ce que je veux, c'est me constituer un trésor de guerre, quelque chose auquel je ne vais plus avoir besoin de toucher et qui va pouvoir, au fur et à mesure, grandir et me délivrer les fruits de mes investissements. Et ça, c'est des sujets qui reviennent souvent. Je me rappelle d'une vidéo entre Victor Ferry et Mathieu Louvet qui avait cette discussion là entre l'efficience de la capitalisation versus la partie psychologie de la distribution. Ça je pense que c'est un vrai sujet sur lequel chacun doit se positionner, et en fonction de ce que vous voulez en faire, et moi pour ma part c'est d'avoir du revenu complémentaire, il faut que je me mette en situation de pouvoir compter sur ce revenu supplémentaire là et de pouvoir véritablement en bénéficier le jour où la situation se présente. De la même manière, si vous savez pas sur combien de dividendes vous pouvez compter, si vous savez pas combien vos loyers vous distribuer, c'est peut-être un peu plus difficile aussi de se projeter sur cette phase de rente. C'est pour ça que je traque tout ça, je traque mon tableau des dividendes, que ce soit au mois, que ce soit au trimestre. Je pense que c'est grâce à des suivis de ce genre qu'on pourrait être en capacité de se projeter demain sur la consommation de celui-ci, au-delà de la règle des 4% qui, on s'entend, fait sens. Mais voilà, en tout cas, moi, c'est pas à ces moments-là que j'aurais envie de manger la friction des plus-values. Donc ce commentaire, je le mets en bleu, non pas que je valide pas, mais je pense que c'est une démarche très personnelle. Moi, j'ai pas envie d'être le plus riche du cimetière. J'ai envie de pouvoir un jour consommer cet argent-là, donc la meilleure façon de le faire, c'est d'être dans une position distribuante. C'est mon avis personnel, même si mathématiquement, je suis bien d'accord qu'elle ne vaut pas la capitalisation. J'aime beaucoup le fait que tu aies du Indépendance AM, c'est mon chouchou. Ouais, c'est clair, William Higgins, voilà, référence en France. Le fonds plus performe très très bien, même si c'est pas lui qui s'occupe directement du fonds Europe. Mais bon, voilà, c'est construit sur sa méthodologie. Et c'est vrai que ça marche très bien. Là, pour le coup, on est sur de la vraie diversification parce qu'on n'a vraiment absolument rien des gros indices. Donc ouais, je valide aussi, ça je suis heureux de ce commentaire-là. Suivant combien tu gagnes, c'est certainement plus intéressant d'avoir tes SCPI sur une assurance vie plutôt qu'en direct, tu passes d'une fiscale foncière à celle de l'assurance vie. Alors là par contre, je suis pas du tout d'accord. Les SCPI, c'est du complément de revenus, c'est fait pour ça l'immobilier. L'assurance vie, c'est fait pour de la transmission. Je ne suis absolument pas dans un objectif de transmission. Il y a plein de frais cachés sur les assurances vie. Et je pense que la carotte fiscale et autant de frais qui sont mangés à côté, que ce soit sur les unités de compte, que ce soit sur les frais d'arbitrage, de tout ce que vous voulez. Donc pour moi, l'assurance vie, c'est non, non, non. Ça, je ne valide pas. Je suis pas fan du stock picking. Beaucoup de risques pour peu de reward et redondant avec tes ETF. Bon, on en a parlé. Voilà. Peu de reward, quand même j'essaye de choper beaucoup de points bas sur des titres qui ont des scores de qualité significativement supérieurs à celui du marché normal. Donc le peu de reward, on le verra dans quelques années. Voilà, je pense qu'il y a un vrai potentiel d'alpha à créer avec ce stock picking là. Et pourquoi pas diversifier sur les fonds obligataires, certains peuvent être sympas, ça j'en ai parlé. J'aime pas les obligations, le rendement est flat. Je crois que tout a déjà été un peu dit. Par contre, ton fichier de suivi a l'air très propre. Il est automatisé ou les datas sont saisies à la main. Donc ouais, ça pour répondre à cette question-là. Alors c'est du Google Sheet, hein, c'est du voilà, c'est une feuille statique à la main. Donc simplement, j'utilise une extension qui s'appelle Sheets Finance, avec laquelle je vais pouvoir aller chercher des éléments en dynamique, comme par exemple les cotations de prix en temps réel, comme par exemple des ratios sur les price earnings, sur les taux de croissance, sur ce genre de choses-là. C'est grâce à cette extension que je me suis fait ma petite feuille d'analyse où je vais chercher l'historique des revenus, des marges, etc. Donc tout ça, c'est une petite extension payante. Et sur le reste, toute la data, l'historique du portefeuille, etc. Donc ça, c'est de la valeur à la main, hein, que je fais manuellement à chaque fin de mois, où je me fais un point de passage, où j'enregistre la valeur de mon portefeuille, donc manuellement. Et après, je peux la faire évoluer, par contre, avec les cotations en temps réel de l'outil. Puis après, voilà, j'ai toutes les formules que vous connaissez pour calculer les performances, les plus-values, etc. Mais bref, donc il y a un mélange d'automatique pour la récupération de certaines valeurs, de certains indicateurs,
et après de toutes les datas que je saisis à la main pour le suivi de mon portefeuille. Donc je vous passe l'explication. Un autre commentaire sur la partie du fichier Excel et que si jamais tu t'es déjà intéressé aux tendances des grandes fortunes, tu peux aller regarder le Family Office Report d'UBS. Ça donne une bonne idée de diversification qui résiste à l'inflation tout en capitalisant sur ton capital. Bah écoutez, ça je ne connais pas, je prends l'idée et j'irai voir pour la suite. En tout cas, ça c'est des petits échanges sympas. Je vous mettrai le lien d'ailleurs dans la vidéo si j'ai réussi à trouver quelque chose d'intéressant sur le sujet. On a Kyoto, je garderai des SCPI en direct tant qu'à les avoir achetés, autant les garder. Bah là oui, pour le coup, c'est des produits qui ont plus des gros frais d'entrée. En général, quand on les achète, c'est pour les garder plus ou moins toute sa vie, donc je ne compte absolument pas les revendre. Le fonds Indépendance Expansion en PEA PME, il y a un unique ETF World selon tes convictions PEA, on en a parlé. De mes lectures, les rates sont très corrélés au marché action. Oui, le sous-jacent c'est de l'immobilier, mais dans les faits, tu ne diversifies pas grand chose. Alors effectivement, les rates c'est des actions, mais comme il le dit très bien, le sous-jacent c'est de l'immobilier. Donc on va évidemment avoir la volatilité du marché action, mais on sait quand même que l'efficience du marché est là et que si le sous-jacent produit la valeur attendue, malgré la volatilité, on devrait finalement quand même avoir une certaine logique dans la réflexion des prix des actions. Donc ça ne m'inquiète pas trop d'avoir de la volatilité sur ce sujet. Il me semble que ça verse des dividendes plus ou moins régulièrement, donc dans CTO c'est sous-optimal, donc ça pour le coup il a raison. C'est vrai que le rendement sur mon ETF Rates il est fort, donc là par contre j'ai un frottement qui est aussi assez fort. Mais voilà, en tout cas, ça me plaît quand même, de par cette diversification-là, de par ce marché, il y a beaucoup de rates qui sont aux États-Unis qu'on peut pas vraiment avoir autrement. Donc ouais, c'est peut-être un peu sous-optimal, mais en tout cas, en termes de distribution et de rendement et de rente et de revenus complémentaires, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, moi je le garde là, mais en tout cas, son commentaire est tout à fait valide. Je n'ai pas fait le calcul, mais je pense que les 5 machins t'ont rapporté autant que si t'avais tout mis sur ETF World. Ça serait intéressant que tu simules les cartes performance. Bah oui, bah là pour le coup, mes 5 ETF ont la vocation de répliquer quasiment parfaitement ce qui existe sur le MSCI World. Donc oui, en théorie, on devrait avoir tout à fait quelque chose d'équivalent. Mais encore une fois, pourquoi l'avoir en plusieurs lignes? Pour mixer les enveloppes, pour aller chercher des frais plus attractifs. Concernant ton stock picking, je pense qu'en moyenne, tu n'es pas loin de la perte du SP500. Garde un ou deux titres si tu veux tenter les coups. Et mets tout le reste sur un unique ETF, c'est beaucoup plus simple. Bon bah là voilà, on revient sur la même chose, on en a déjà parlé. Pour le DCA, je mettrais 50 en SCPI si tu y tiens vraiment. Bah oui, j'y tiens vraiment. Et 50 sur le fonds en dépense expansion, 400 sur l'ETF, sans sentiment, toujours le même, de façon mécanique. Donc là, moi je suis satisfait aujourd'hui de ma stratégie DCA, donc je ne prends pas. Tu devrais lire le wiki, car là c'est le bordel et rien n'est diversifié. Et bah écoutez, si rien n'est diversifié avec un portefeuille de la sorte, je ne sais pas qui pourra le diversifier mieux que moi. Tu perds de l'argent avec autant de lignes, bah écoutez, je ne pense pas. Hormis peut-être, et on pourrait se dire qu'à l'achat on paye un peu plus cher, mais bon, quand on est en DCA, on ne perd pas plus de lignes, on perd pas d'argent avec autant de lignes, hein. On n'a pas des frais à la ligne, on a des frais au produit. Une stratégie plus simple et droite au but serait mieux. Là, on dirait que tu as écouté 1000 vidéos de gourou et que tu as tout mélangé en espérant avoir un truc bien. Bah écoutez, voilà, je sais pas trop quoi dire. Certes, il y a beaucoup de lignes, mais voilà, ça me paraît pourtant être assez structuré. Et bon, bah encore une fois, hein, il me renvoie vers le wiki. Alors, je m'étais pas rendu compte que sur ce subreddit-là, Vosu, c'était à ce point-là matrixé sur la partie ETF. Mais ouais, manifestement, tout le monde a bien appris donc sa leçon. Mais voilà, je pense que c'est pas la seule et unique façon de faire. Je pense que le stock picking a parfaitement du sens quand c'est bien fait. J'essaye de le faire bien, ça veut pas dire que je le fais bien, mais en tout cas, j'essaye. Je le fais sur des critères que je définis, que je trouve pertinents. Et bon, c'est dommage de se limiter aux ETF parce que le jour où vous aurez un problème aussi avec tous ces titres-là, et ben malheureusement, on ne pourra rien y faire. Donc moi, j'essaye de limiter mon exposition aux actifs dans lesquels je crois et je ne crois pas à toutes les actions qui sont dans les ETF.
Donc vous voyez, moi aussi ça me rassure et je suis vraiment très 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 heureux avec ma poche de stock picking parce que c'est vraiment que des entreprises dans lesquelles j'ai une conviction extrêmement forte. Donc je passe. Et tu utilises quoi comme programme? Et ben je l'ai dit, c'est du Google Sheet avec une extension additionnelle payante, Sheets Finance pour ne pas la nommer. Voilà, je suis arrivé au bout, je m'étais pas rendu compte que j'avais mis les pieds dans le sanctuaire de l'ETF sur ce subreddit Vosu. Je me serais peut-être attendu à peut-être des remises en cause de certains choix dans mon stock picking, comme par exemple certaines actions voilà, qui sont un peu litigieuses et sur lesquelles tout le monde n'est pas d'accord, comme par exemple des évolutions AB, comme par exemple des Adobe qui sont sous le feu des projecteurs. Je m'attendais aussi beaucoup à ce qu'on me parle des CPI parce que je sais que c'est un produit voilà, qui est assez décrié, assez incompris et souvent critiqué de par voilà, toute la partie frais et des contraintes qu'elles amènent. Donc ouais, j'aurais imaginé avoir des commentaires de ce type-là et finalement j'ai l'impression d'avoir parlé que de la partie ETF versus stock picking. Donc ouais, voilà, je suis un petit peu déçu pour être honnête. J'aurais aimé avoir des remarques et des critiques un peu plus vastes. Mais écoutez, c'est ainsi, il faut croire qu'aujourd'hui c'est les préoccupations. Et en tout cas, quand je vois tous ces commentaires-là et que je vois tous ces gens qui sont matrixés sur la partie ETF, en tout cas pour ma part, ça me remet une pièce supplémentaire sur ma conviction des financières S&P Global et MSCI qui sont les 70% du marché mondial des fournisseurs d'indices. Tous ces gens-là sont abonnés de façon indirecte aux deux sociétés et je pense et je crois vraiment fermement que ce secteur d'activité a toutes les capacités de surperformer le marché global dans les années futures. Et ça notamment, donc j'en avais parlé dans un de mes articles sur le Reddit Boursopoly vers lequel je me renvoie. La surperformance, elle nous proviendra de par deux leviers qui sont simples à comprendre. Le premier, c'est que les frais de gestion et donc de redevance aux indices des ETF sont proportionnels aux assets under management. Donc ça veut dire que si le marché prend 8%, les encours des ETF vont prendre 8% aussi et donc les frais associés. Ça paraît assez logique. Et par contre, toute la partie alpha, toute la surperformance va provenir des inflows. Tant que ceci reste positif, les assets under management vont progresser plus vite que le marché organique. Et donc forcément, on aura des revenus sur les indices qui vont progresser plus rapidement que le rythme du marché. Voilà, c'est ma conviction très profonde. Et encore une fois, je vous invite à rejoindre le Reddit Boursopoly si ça vous dit d'avoir de mes nouvelles un peu différemment que sur YouTube. Ça vous permettra vous aussi de partager des éléments si vous en avez, de pouvoir réagir avec moi et tout, ça serait trop cool. Et donc là-dessus, je peux vous dire à bientôt que ce soit sur YouTube ou que ce soit sur Reddit. Salut tout le monde, bye bye.